Chers amis, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est parce que le devenir financier de TV Liberté m'inquiète. Alors que nos audiences n'ont jamais été aussi bonnes qu'en 2022, le budget, lui, accuse le coup et met en péril la suite de notre aventure ensemble. Pourtant, je peux vous assurer que nous avons toujours travaillé au mieux pour vous informer et toujours en nous serrant considérablement la ceinture. Alors bien sûr, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a fait souffrir beaucoup d'entre nous, je le sais. Car contrairement aux journalistes assimilés fonctionnaires des chaînes du système, ici, nous vivons dans le monde réel, comme vous. Je sais combien ces 5 premières années sous Macron ont été violentes, ont été difficiles. Certains soignants, des pompiers même, ont été suspendus de leur métier sans aucun revenu au mépris du Code du travail. Et le but était simple, les soumettre, les briser, leur briser les reins, mais ils ont résisté. Ils ont résisté comme nous devons encore résister ensemble. Car même si le paysage s'éclaircit, ce doit être notre nouveau mode de vie. Il vous faut comprendre une chose. Si vous n'aidez pas TV Liberté ou le tissu associatif, c'est l'État et ses dérives que vous financez. Car donner à TV Liberté, c'est aussi déduire les 2/3 de votre don des revenus imposables. C'est donc priver ce gouvernement d'une manne financière pour vous fliquer, pour vous nuire, car vous le savez bien, le temps où l'État voulait encore vous protéger est bien révolu. Alors, aidez-nous plutôt à continuer notre mission à vos côtés. Nous avons besoin de votre soutien et je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et bonjour à notre invité Charles-Henri Gallois. Bonjour à vous. Charles-Henri Gallois, vous êtes le président de Génération Frexit, l'auteur d'un ouvrage qu'on avait déjà ici présenté sur ce plateau, Les illusions économiques de l'Union européenne. Vous avez été également candidat pour Génération Frexit lors des dernières législatives dans la première circonscription de la Nièvre. On va commencer tout de suite, Charles-Henri Gallois. Avant ces législatives, avant cette présidentielle, vous aviez mis en garde les Français contre l'éventualité d'une casse sociale si Emmanuel Macron était reconduit à l'Élysée. On voit aujourd'hui que le président de la République ne dispose plus de sa majorité absolue, mais d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Sur cette casse sociale, a-t-il encore les moyens d'agir ? Alors, potentiellement, il peut avoir les moyens d'agir s'il trouve les alliés pour le faire. Et du moins, ce qu'on peut dire, c'est que l'Union européenne, en tout cas, va lui intimer de faire la retraite à 65 ans, de continuer justement de faire une politique austéritaire. Et pour ceci, il va devoir trouver des alliés. Il y a plusieurs options. On a déjà vu un député socialiste, M. Habib, socialiste dissident, qui n'était pas dans la NUP, qui a dit qu'il était prêt à gouverner, enfin il va déjà à la soupe, et qui pourrait certainement débaucher quelques députés socialistes dissidents qui pourraient aller avec lui. Il y a les 3 députés de l'UDI. Bon, il est fort probable qu'ils aillent à la soupe et qu'ils aillent chez Emmanuel Macron. Ça fait qu'on peut déjà trouver, à mon avis, une petite dizaine de députés où on est quasiment sûr qu'ils vont rejoindre le camp d'Emmanuel Macron, donc qui passerait de 245 à 255. Ça veut dire qu'il en reste 34 encore à trouver. Et en fait, la clé pour savoir s'il va pouvoir faire son saccage social, ce sont les Républicains. Est-ce que les Républicains vont tenir la ligne qu'ils semblent tenir à l'heure actuelle, ce que dit Christian Jacob, ce que disent les jeunes députés LR qui ont été élus, c'est-à-dire pas de compromission, pas de tambouille, pas de magouille avec Emmanuel Macron, ou est-ce qu'au contraire... Sauf au cas par cas peut-être. Voilà, c'est toute la problématique. Par exemple, ils ont déjà dit qu'eux, ils pensaient que pour augmenter les pensions de retraite, ce qui est une absurdité, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, il fallait faire cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc par exemple, sur la question de la réforme des retraites, il n'est pas à exclure une alliance ponctuelle entre les Républicains et LREM là-dessus. Disons que ce qui peut amener de l'espoir dans cette élection, c'est que mine de rien, si on prend les députés
France Insoumise, députés Rassemblement National et quelques autres, ils peuvent atteindre, vous savez, le seuil 285 parlementaires qui permet de déclencher un référendum d'initiative partagée. Et c'est ce que je me dis, si ces députés-là jouent leur rôle d'opposition, ça peut être un contre-pouvoir formidable. C'est-à-dire que sur la réforme des retraites, sur un éventuel, par exemple, élargissement de l'Union européenne, sur une guerre officielle avec l'Ukraine, s'ils jouent leur rôle d'opposition, ils pourraient déclencher un référendum d'initiative partagée. La problématique qu'il y a là-dedans, vous le savez sans doute, et on l'avait vu avec l'aéroport de Paris, c'est qu'il faut quasiment 4 millions de signatures. Donc c'est un seuil qui est complètement délirant et qui est fait en fait pour que ce ne soit pas appliqué. Seuil déterminé par M. Sarkozy. Par M. Sarkozy, exactement. Ça n'a pas été possible pour l'aéroport de Paris, mais je pense, même si c'est énorme, 4 millions, que sur une question aussi cruciale que la réforme des retraites, il serait possible d'obtenir ce référendum, et je suis persuadé que les Français voteraient contre. Donc il y a quelques espoirs de contre-pouvoir, et après reste à déterminer quel va être le rôle de LR. Est-ce qu'ils vont aller à la soupe, quitte à mourir, c'est-à-dire en faisant alliance avec Emmanuel Macron, ou est-ce qu'ils vont rester dignes et essayer de trouver leur propre voie? Ça, on le saura dans les semaines, dans les mois qui viennent. Est-ce que l'objectif des deux oppositions, à savoir le RN et la NUP, ça va pas être de laisser Emmanuel Macron creuser sa tombe tout seul pour ensuite se retrouver à la prochaine élection présidentielle avec un centre affaibli par sa propre politique et deux camps qui seront restés à peu près vierges? Alors ça c'est possible, mais l'autre option c'est aussi que LR n'accepte pas d'aller avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se retrouve en situation de blocage total et donc il tente quelque part la tactique du pourrissement en disant « Regardez, moi j'essaye de gouverner, j'essaye de mener des réformes, on est face à une opposition irresponsable qui ne veut rien et essayer de la jouer comme ça d'ici un an et de faire une dissolution en disant « Regardez, ils sont irresponsables, ils ne peuvent pas gouverner, il faut me donner cette fois-ci une majorité. » Ce qui n'est pas un calcul si évident que ça, même si c'est peut-être la tentation qu'il aura et surtout, je pense qu'il ne va pas être libre en fait de son choix parce que comme je vous l'ai dit, il y a l'Union européenne qui va le presser, notamment pour la réforme des retraites, parce que non seulement c'est quelque chose qui était demandé avant même cela, mais à partir du moment où il y a eu le plan de relance de l'Union européenne qui a été validé, c'est une contrepartie explicite en fait de ce plan de relance. On paye une arnaque sans nom, on paye 80 milliards pour recevoir 40. Donc c'est une arnaque sans nom, mais en plus de ça, pour recevoir les 40, ce qui est notre argent, on doit mettre en place ces réformes. Alors, et donc là, il va y avoir un gros problème. Il faudrait quand même expliquer à nos téléspectateurs pourquoi l'Europe veut absolument cette réforme des retraites. Parce que c'est évidemment la question la plus centrale actuellement. Que vise l'Union européenne avec cette retraite à 65 ans ? En réalité, c'est lié plus globalement, au-delà des retraites même, à la question de l'euro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous partagez la même monnaie entre des pays qui ont des compétitivités différentes, on peut prendre en exemple l'Allemagne, qui est censé être le pays qui a la meilleure compétitivité, a la même monnaie que la Grèce, que l'Italie, que l'Espagne ou la France. Traditionnellement, dans ces pays-là, vous n'avez pas les mêmes taux d'inflation, vous n'avez pas donc le même coût du travail, la même évolution du coût du travail, vous n'avez pas la même évolution des coûts, et donc ça crée des distorsions de compétitivité. Parce que quand chacun a sa monnaie, ces distorsions de compétitivité, c'est résolu par des variations du taux de change. Voilà, c'est-à-dire que le pays le compétitif va avoir sa monnaie qui va s'apprécier, le pays qui est moins compétitif va avoir sa monnaie qui va se déprécier, et quelque part, il va être aussi compétitif que l'autre grâce à ça. Quand vous avez un taux de change fixé au taux de 1 pour 1 jusqu'à la fin des temps, ce qui est l'objectif de l'euro, vous n'avez pas cette balance qui se rééquilibre. Et donc pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce qu'on appelle une dévaluation interne, c'est-à-dire la baisse des salaires. C'est pour ça que depuis 12 ans en France, le point d'indice des fonctionnaires est gelé. Ça fait partie justement de l'euro, des engagements vis-à-vis de l'euro, des engagements vis-à-vis de l'Union européenne. C'est pour ça qu'ils ont demandé une réforme de l'assurance chômage. C'est pour ça qu'ils demandent une réforme des retraites. Donc on voit que toutes ces questions-là, économiques et sociales, en fait, sont très liées à l'Union européenne et à l'euro. Et c'est là qu'on voit que cette campagne législative est à ce titre assez décevante de la part des têtes d'affiche. Parce que si les candidats de l'Union pour la France, qui rassemblaient Génération Frexit, les Patriotes, Debout la France, on a obtenu un député d'ailleurs avec Nicolas Dupont-Aignan dans la 8e circonscription de l'Essonne, on a mis dans le programme le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Donc quelque part, toutes les mesures qu'on proposait, qu'on peut retrouver parfois au Rassemblement national, d'ailleurs parfois même à la NUP, de réindustrialisation, d'augmentation du SMIC, de politique en faveur du pouvoir d'achat, on était les seuls à être cohérents là-dessus parce qu'on disait nous on se donne les moyens d'appliquer cette politique
parce qu'on a ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne qui redonne le pouvoir aux Français pour dire « oui, décidons de cette politique ». Si vous prenez par exemple le programme de l'ANU, par exemple, dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, et sur laquelle il ne reviendrait jamais, d'ailleurs dans leur accord, c'était mis explicitement, on exclut la sortie de l'Union européenne, là, parce que Europe Écologie Les Verts, le PS, le voulaient. Mais comme vous n'avez pas de protectionnisme possible, si vous faites une relance, vous augmentez les salaires, vous bloquez les prix. Vous faites une relance, mais en fait, vous allez avoir tout l'argent qui va partir en Chine, parce qu'on ne produit plus rien. Et en plus de ça, vous allez mettre toutes les entreprises à terre parce que vous augmentez les salaires, mais vous bloquez les prix. Voilà. Et donc en fait, leur politique est complètement inapplicable dans le cadre de l'Union européenne. Et s'ils l'avaient fait, ça aurait été une relance à la 81, mais en pire, parce que en 80, vous le savez très bien, la base industrielle n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et quand bien même, à l'époque, on avait alimenté massivement le Japon. Là maintenant, c'est-à-dire que tout l'argent partira à l'étranger et contribuera à augmenter le déficit de la balance commerciale, qui maintenant sur 12 mois roulants, vous l'avez certainement vu, 106 milliards d'euros. C'est un record historique. Et ça, c'est le signe d'un pays qui va mal, c'est le signe d'un pays qui s'appauvrit. Et la question là-dedans du protectionnisme, la question de la monnaie, elle est centrale. Et malheureusement, c'est vrai qu'à part nous, ce débat a complètement été éludé pendant ces élections. Les Français, pendant cette campagne, ont manifesté leur hostilité très claire à la réforme de retraite, mais par ailleurs, ils sont favorables au maintien de l'euro. Ce qui est une contradiction dans le terme, tel que vous venez de nous l'expliquer, puisque pour sauver l'euro, il faut faire de la dévaluation interne, c'est-à-dire déprécier les salaires. On va venir à l'euro et à l'Union européenne dans un instant, mais avant, vous évoquiez à l'instant le chômage, les retraites. Est-ce que dans l'état actuel des choses, avec cette nouvelle Assemblée nationale, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui va se passer pour le pouvoir d'achat des Français dans l'année à venir ? Moi, je pense que ça va être bloqué et que finalement, Emmanuel Macron va distribuer quelques cadeaux, certainement avec l'appui de l'un ou l'autre, bien que sur les termes, ils vont certainement diverger sur ce qu'il faut mettre au fond. Ils vont distribuer quelques cadeaux, mais ce qui ne va rien changer en fait au fond du problème. D'où vient cette inflation ? Alors certes, on va nous dire parce qu'on met ça tout sur le dos. Alors c'était le Covid, et donc il y avait l'offre qui a été perturbée parce que réouverture en Chine, problème de transport. Oui, à la marge. On nous parle de la guerre en Ukraine, oui, sauf que c'est même pas que la guerre en Ukraine, c'est surtout les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne en réponse à la guerre en Ukraine. Enfin, je veux quand même rappeler que c'est l'Union européenne toute seule qui a décidé d'un embargo sur le pétrole russe. Ce qui est complètement absurde parce que, en fait, la Russie, ça, aucun problème pour la Russie, hein, c'est pas ça qui va mettre l'économie à terre. Les prix ont augmenté, en fait, la Russie n'a jamais autant dégagé d'excédents commerciaux. Donc, Bruno Le Maire, ce génie de l'économie qui voulait mettre à terre, qui disait qu'il allait détruire l'économie russe. En réalité, non, l'économie russe se porte bien, c'est l'économie française qui est à terre. Et Bruno Le Maire, en fait, la seule façon de mettre à terre l'économie russe, c'est peut-être de le nommer ministre des Finances là-bas. Et peut-être que là, ça arriverait. Mais voilà, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez les Russes continuent d'exporter, sauf que exporter dans les pays de l'Union européenne, ils exportent en Inde. Et l'Inde nous revend du pétrole. Nous revend du pétrole plus cher. Évidemment. C'est là où il y a les génies, et c'est d'autant plus stupide que la Russie permettait aux pays de l'Union européenne de payer en euros. Là, on rachète en plus en dollars, alors que l'euro, c'est considérablement déprécié vis-à-vis du dollar, donc ça rajoute un surcoût additionnel. Et donc ça, c'est... Et à l'inflation, donc. Et à l'inflation. Donc ça c'est un des coûts, un des éléments de l'inflation. Un autre élément qui est plus structurel, c'est aussi le calcul, parce que c'est une inflation qui est beaucoup liée notamment à l'énergie, le calcul du coût de l'électricité dans l'Union européenne qui est absolument ubuesque dans le fameux marché de l'Union européenne de l'électricité. C'est-à-dire que la France, par exemple, a une énergie normalement bon marché qui est le nucléaire, que Hollande, Macron à moitié flingué, fermeture de Fessenheim et autres, et maintenant ils découvrent que ça serait bien d'en avoir. C'est très bien, mais c'est un peu tard, il faut 10 ou 15 ans avant de mettre des centrales. Donc on a pris beaucoup de retard. Mais bref, grâce à cette énergie nucléaire, si on avait un calcul classique de coût de l'électricité, de type coût moyen pondéré, on aurait une électricité en France qui serait beaucoup moins chère. Mais là, dans ce cadre de marché de l'Union européenne, c'est un petit peu technique, mais normalement c'est la dernière unité de production qui sort, et bien souvent c'est l'énergie intermittente, et bien souvent ça doit être pallié par le gaz. Et donc c'est pour ça qu'on dit, pour résumer, que le coût de l'électricité dans l'Union européenne, il est indexé sur le prix du gaz, ce qui fait que le coût explose. Donc ça c'est un autre élément structurel qui fait qu'on a une énergie beaucoup plus chère. La Suisse, qui est interconnectée avec les autres pays de l'Union européenne, mais qui n'est pas dans le marché de l'Union européenne, a une énergie par exemple meilleur marché qu'en France. Alors vous savez que le coût de la vie normalement est relativement cher en Suisse.
Donc ça, c'est un autre point fondamental. Évidemment, il faudrait sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité pour redonner de l'air. Et ça, c'est directement, il n'y a pas d'impact pour les gens. Même le maire l'avait admis. Voilà. Et il y a une troisième dimension Oui. qui est évidemment la création monétaire. Monétaire, bien sûr. Plus vous créez de la monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre monnaie, en soi, elle perd de la valeur. Il y a de plus en plus de liquidités qui sont là. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est ça aussi qui a contribué à l'augmentation du prix de l'énergie. Parce qu'il y a quelques personnes qui se disent économistes et qui disent « Regardez, en fait, la création monétaire, ça n'a rien à voir, ça n'impacte pas l'économie réelle ». Ça, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans le concret, parce que quand vous avez de la spéculation, notamment sur les marchés financiers, évidemment, au début, ça a plutôt commencé par les marchés actions, ça a commencé les marchés obligations, immobilier, et au bout d'un moment, les matières premières sont des actifs comme les autres, et il y a de la spéculation aussi sur les matières premières. Donc évidemment, quand vous créez, on était aux alentours de 2012, la balance, le bilan de la Banque centrale européenne, c'était de 2000 milliards. On est passé maintenant à 8800 milliards. Donc c'est absolument énorme, et il y en a qui disent on n'est pas les seuls, regardez les États-Unis. Le bilan de la Fed par rapport au PIB des États-Unis, c'est environ 37-38%. La zone euro, la Banque centrale européenne par rapport au PIB de la zone euro, on est à 87%. Ouais. Donc c'est dans des proportions absolument considérables, et surtout, et on va peut-être y revenir après, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas la fragilité que peut avoir la zone euro et les pays de l'euro, parce que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Donc on est rentré dans une espèce de folie qui a contribué éminemment à l'inflation. Et moi, j'expliquais dans un article que j'avais fait d'ailleurs avec une ex-députée européenne du Brexit Party, dès le début du Covid, que le Covid pourrait faire exploser l'euro. Et j'ai fait une vidéo il y a un peu plus de 7 mois qui expliquait qu'avec l'inflation, ça pourrait amener l'explosion de la zone euro. Et là, on est en plein dedans, les gens commencent à en parler, on voit les taux, mais j'avais anticipé ça bien avant, parce que l'euro a une fragilité interne telle qui fait que l'euro est perméable en fait à tout choc externe, et sauf que là on n'est plus du tout comme en 2010, quand vous vous rappelez la dernière crise de l'euro. La dernière crise de l'euro, ils ont pu s'en sortir parce qu'à l'époque, déjà l'endettement, on avait 20 à 25 points selon les pays, voire plus parfois, comme l'Italie, de moins d'endettement public. Mais surtout, à l'époque, on pouvait encore baisser les taux. Là, et il n'y avait pas d'inflation. Là, vous êtes à un taux zéro, vous avez 20-25 points plus de dette publique, et vous avez déjà créé des montagnes de monnaie, et vous avez cette inflation contre laquelle vous êtes censé lutter. Et donc ils se retrouvent en fait complètement piégés entre le marteau et l'enclume, parce que s'ils ne font rien contre l'inflation, vous allez avoir des révoltes économiques et sociales majeures, parce que le pouvoir d'achat... On a entendu Christine Lagarde dire qu'elle allait relever, elle a commencé déjà à le faire, ses taux directeurs dès cet été. Donc elle dit que c'est pour réduire cette inflation. Oui, mais sauf que les autres l'augmentent beaucoup plus. La Banque d'Angleterre l'augmente plus, la Fed l'augmente plus. Oui. Et surtout, si vous relevez les taux d'intérêt, mais vous continuez à faire ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif ou quantitative easing, acheter des actifs aux banques, vous allez alimenter là aussi cette bulle inflationniste. Et donc ça veut dire que l'inflation en zone euro sera supérieure à ce qu'elle est dans les autres pays. Et la problématique qui va se poser, c'est que l'inflation va continuer. Ce qu'il faudrait faire en réalité, il devrait arrêter le quantitative easing. La problématique, c'est que s'ils font ça, vous allez avoir, et ça a déjà commencé avant même qu'ils le fassent, les taux à 10 ans français étaient négatifs. Il y a peu de temps, on emprunte à plus de 2%. L'Italie, on est autour de 4%. 4%, 3,8%, on est dans ces eaux-là. Mais sauf que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est absolument énorme. Parce que quand vous augmentez de 1% le taux d'emprunt, si le taux reste constant à horizon 10 ans, ça veut dire que c'est 40 milliards d'euros en plus d'intérêt de la dette à payer. Là, c'est 2%, donc ça veut dire que c'est 80 milliards d'euros en plus. Et pour que les gens aient quand même ça en tête, c'est plus que le plus gros budget de l'État, qui est le budget de l'éducation nationale, qui est de 77 milliards d'euros. Voilà, c'est plus que l'impôt sur les sociétés, c'est 66 milliards d'euros, tout l'impôt sur les sociétés. Et c'est un petit peu moins que tout l'impôt sur le revenu, qui est de 102, 103 milliards d'euros. Donc vous vous rendez compte des montants qui sont absolument colossaux. Et là, ils vont se retrouver complètement bloqués. Le problème, c'est que s'il y a cette divergence des taux, imaginez que vous devez rembourser 80 milliards en plus. Mais ça veut dire que l'Italie et la France ne pourront pas rembourser. Et donc la seule alternative qui se posera pour ces pays-là, pour pouvoir remonétiser un peu, pour pouvoir avoir une monnaie qui s'effondre et rembourser quelque part sa dette en devise nationale plutôt qu'en euros, ça impliquera de sortir de l'euro. Et donc
je pense que la Banque Centrale Européenne est complètement coincée. Ils vont peut-être tenter quelque chose d'un petit peu hybride en disant on augmente les taux, mais on va continuer d'acheter. Mais l'Allemagne va hurler parce que ça veut dire en plus ça serait ciblé les dettes spécifiques de la France, de l'Italie, alors que dans les quantitative easing qui ont eu lieu, l'Allemagne a tenu à ce que ça soit un achat normalement à la hauteur du capital des différentes banques centrales nationales au sein de la BCE, du système monétaire de l'euro. Là, il faudrait cibler. Et là, ça va poser de gros problèmes vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, ils sont complètement coincés. Et c'est pour ça que je pense que ça va déboucher sur une explosion de la zone euro qui serait d'ailleurs évidemment salutaire pour des pays du Sud comme la France et l'Italie. Pour reprendre vos propos, Charles-Henri Gallois, vous dites que cette zone euro elle est menacée d'une explosion à cause de l'inflation. Elle est aujourd'hui estimée à 5,2, mais il y en a qui disent que c'est plutôt le double. Ça dépend comment on calcule. Et puis de cette dette Covid qu'on a contractée et qui s'est ajoutée on est, je crois, aujourd'hui presque à 3 000 milliards 3 000 d'euros. milliards, oui, donc, c'est ça. Selon vous, c'est ces deux facteurs-là qui arriveraient à faire une explosion de la zone euro. Exactement. C'est ça, les niveaux d'endettement public. Mais quel serait le point de rupture ? Le point de rupture, c'est que le taux italien, au lieu de passer à 4, il monte, mettons, à 8, et là, ils sont obligés de sortir. Le spread, comme on dit. Voilà, le spread étant... Alors, il y a le taux dans l'absolu qui va gêner le pays, et ce qu'on appelle le spread, c'est les écarts de taux. Voilà. Et c'est traditionnellement, on va regarder le taux mieux disant de la zone euro, à savoir l'Allemagne, qu'on va comparer à d'autres pays comme l'Italie, comme la France. Et en plus de l'augmentation valeur absolue, il y a une tendance, évidemment, à une augmentation de l'écart de taux qui montre que la zone euro n'est pas une zone homogène et qui présente le risque dit de spread. C'était Mario Draghi qui avait lâché la bombe lui-même à l'époque en 2012. Il avait dit, bah oui, parce qu'il y avait un journaliste qui lui avait demandé naïvement pourquoi vous n'avez pas les mêmes taux d'emprunt en zone euro si c'est une seule monnaie. Il y a le risque de liquidité, et il avait dit, il y a le risque de redénomination en monnaie nationale. Parce que forcément, c'est pas la même chose si vous prêtez à la Grèce qui va peut-être vous rembourser demain en drachmes mais qui va perdre la moitié de sa valeur, que l'Allemagne qui, si elle sortait de l'euro, aurait un marque qui s'apprécierait vis-à-vis de l'euro. Donc, vis-à-vis mais est-ce qu'on a un risque de voir de voir le taux italien remonter, ce qui ferait sortir Oui, parce que moi je pense que l'inflation va continuer, parce que l'inflation, en fait, quand on parle de l'inflation, on dit tout et on dit rien, parce que souvent on se réfère à l'inflation en prenant l'indice des prix à la consommation. Sauf que l'inflation, c'est plus global. Il y a aussi, par exemple, les prix à la production. Et souvent, quand vous avez une forte hausse des prix à la production, les industriels attendent quelques mois parce qu'ils ne veulent pas perdre des parts de marché, donc ils rognent sur leurs marges, ils se prennent les impacts et ils ne le reflètent pas sur les prix à la consommation. Quand vous regardez les prix à la production, en Espagne, ça a augmenté au mois de mars-avril de 43% et en Allemagne de 34%. Alors que les prix à la consommation, vous êtes plutôt autour de la zone euro, c'est à 8% les prix à la consommation. La France, 5,2, c'est ce que dit l'INSEE, l'indice européen, enfin l'indice de l'Union européenne, lui dit plutôt 5,8%. Donc ça veut dire quand vous avez, et en France, on a augmenté les prix à la production, pareil, de 15%. Donc ça veut dire que ces prix-là, à un moment, ils vont être répercutés. Et la problématique qu'il y a en plus, c'est qu'on a pris une décision absurde dans le cadre de cette guerre en Ukraine, qui aggrave la situation, et alors que le pétrole, comme il va y avoir une récession mondiale, donc vous allez avoir une baisse de la demande, mécaniquement, le prix du baril de pétrole est censé baisser. Mais comme vous avez un euro qui s'est cassé la figure vis-à-vis du dollar, la baisse du baril, en fait, vous ne la voyez pas vous-même parce que vous avez votre propre devise qui s'est dépréciée, donc vous achetez plus cher les mêmes $80 par exemple de baril de pétrole, vous en euros, vous les payez plus cher. C'est toute la problématique qui va aggraver encore plus la situation sur en zone euro. Il me semble aussi que on nous dit, bon, on va augmenter légèrement les taux pour dissuader cette inflation qui gonfle. Mais en réalité, vous l'avez dit, c'est structurel, puisque dans le système, il y a trop de monnaie. Et donc, la purge de cette monnaie, c'est l'offre de monnaie, mais la purge ne peut s'étaler que sur plusieurs années avant de la résorber, si tant est qu'on arrive à la résorber. Donc l'inflation, elle est partie pour plusieurs années, là. Ah oui, vous avez fait du x4 en bilan de la Banque centrale, donc toute cette monnaie, elle est là. C'est aussi ce qui a augmenté les bulles immobilières, les actions. On voit que les actions, il y a un début de correction, mais quand la récession va être actée, le marché action peut perdre encore 30% là, par rapport à ce qu'il a déjà perdu. Ça, c'est un crack, alors. C'est un crack. Mais s'il y a une grosse récession, ce qui va arriver, vous allez avoir ce crack. Il ne faut pas croire, et les gens ne doivent pas croire que c'est éternel, que ça va monter jusqu'au ciel. Ça ne marche pas comme ça, et surtout quand vous avez eu autant de monnaie qui a été injectée dans le système. C'est évident en fait que ça artificiellement fait gonfler les marchés actions. Normalement, à long terme, un marché action,
ça croît plus vite que la croissance, c'est censé être les meilleures entreprises, si vous prenez l'indice de référence, donc qui a une croissance supérieure à un pays, et qui exploite en plus au niveau mondial. Mais sur le long terme, théoriquement, ou même au niveau mondial, les bourses ne peuvent pas augmenter x3 ou x4 par rapport à l'augmentation du PIB mondial. Ça n'existe pas. Et ça, c'est lié évidemment à la création monétaire. Alors, on va faire une pause, Olivier et Charles-Henri. On va se retrouver dans un instant pour évoquer le prolongement, le retour du pass sanitaire en France, mais également en Europe, et également avec vous, Charles-Henri, la notion de Frexit. À tout de suite. On est toujours en compagnie de notre invité Charles-Henri Gallois. Charles-Henri Gallois, on a vu la semaine dernière un projet de loi en lien avec le Covid a été présenté en Conseil des ministres, c'était le 22 juin. À quoi peut-on s'attendre désormais? Est-ce qu'on peut avoir un retour du pass sanitaire dès juillet? Alors, moi je pense que c'était en tout cas l'idée d'Emmanuel Macron, notamment pour faire face à la contestation sociale qu'il y aurait eu vis-à-vis de la politique économique et sociale qu'il doit mener, je pense en plus à laquelle il croit, de par l'appartenance à l'euro et à l'Union européenne. Donc je pense qu'ils avaient ça en tête, et d'ailleurs il y avait eu à bas bruit, on expliquait déjà que le pass pourrait revenir à l'automne si la situation épidémique se dégradait, etc. Donc c'était le plan. Maintenant, il n'a plus une Assemblée nationale à sa botte. Et donc là aussi, on peut imaginer un système tel que le référendum d'initiative partagée, et on peut imaginer, si le Rassemblement national et la NUP jouent son rôle d'opposition, qui s'opposeront au pass sanitaire, parce qu'ils disaient à l'époque qu'ils étaient, alors même s'ils ont beaucoup varié, au début ils étaient pour, après contre, etc., on peut imaginer, en tout cas s'ils se veulent défenseurs des libertés, qu'ils votent contre. Moi, je vous le dis tout de suite, ce n'était pas une question de pour ou contre le vaccin, d'ailleurs j'ai même dit qu'au niveau statistique, ça allait plutôt dans le sens du vaccin, mais c'est une question de liberté publique, en fait, et d'attachement aux libertés publiques. Normalement, c'est un choix qui est individuel, et c'est d'autant plus stupide à partir du moment où ce vaccin ne protège pas des transmissions, de rendre le truc complètement obligatoire pour des actes du quotidien de la vie. Enfin, on est dans des dimensions complètement liberticides, et ça me paraissait normal et noble de s'engager contre ce pass, donc c'est ce qu'on avait fait. Eux, ils ont été un peu plus chancellants au début, et après ils ont été contre. On va voir là-dessus aussi si les députés de l'opposition défendent ça, et j'espère que ça sera le cas, parce qu'ils vont essayer certainement de le faire, mais là, il y a normalement une opposition qui est censée être assez forte pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues à Emmanuel Macron, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière. En tout cas, jeudi dernier, les États membres de l'Union européenne et le Parlement européen se sont mis d'accord pour prolonger d'une année jusqu'en juin 2023 le règlement sur le certificat Covid numérique de l'Union européenne. Donc, est-ce que ça ne sera pas un moyen pour Emmanuel Macron de dire, voilà, l'Union européenne nous impose, donc on n'a pas le choix, peu importe l'Assemblée nationale au final? Alors, il y a deux dimensions, parce que c'est vrai que ce pass finalement Covid européen, il existait, je crois, avant même le pass sanitaire, avant même le pass vaccinal. Français. Mais la grande différence, c'est qu'il concernait le contrôle extérieur aux frontières. Et d'ailleurs, on peut penser, il y a tout un tas d'États, d'ailleurs souverains, États-Unis, Royaume-Uni, qui ont dit, nous, on est souverains, on contrôle nos frontières. Moi, je suis souverainiste, je ne vais pas cracher sur des pays qui veulent contrôler leurs frontières. Le problème, c'est que ce soit imposé au niveau de l'Union européenne, que la France, en tant que telle, contrôle ses frontières. S'il y a vraiment un danger, là je pense qu'on est très loin de ça, mais s'il y a vraiment un danger, moi ça ne me choque pas du tout que l'État français contrôle ses frontières. Je pense qu'on devrait le faire d'ailleurs en toute matière. Mais là, la problématique, c'est que le pass, ce qu'ils avaient fait en France, et que ça a été d'ailleurs fait dans pas mal de pays de l'Union européenne, pas tous, mais dans pas mal, c'était au niveau de l'intérieur, et comme je dis, dans des actes du quotidien de la vie, aller au resto, prendre des transports en commun, aller à l'hôpital, voir ses parents. Le passeport intérieur, comme en Union soviétique. Passeport intérieur, exactement. Il y a exactement, même en Russie, ça existe, mais pour se il y a un passeport intérieur et un passeport extérieur. Et là, on était dans ce type de délire, et ça restait une décision nationale. Donc je pense que l'Assemblée nationale, si elle joue son rôle, doit pouvoir faire barrage à ce genre de projet funeste d'Emmanuel Macron. Sauf qu'il y a un autre argument en faveur du pass sanitaire et éventuellement de la suite d'un éventuel confinement, c'est que ça permettrait aussi de tempérer l'inflation. Parce que s'il y a confinement, s'il y a paralysie relative de l'économie, on va voir, comme pendant la période Covid,
remonter le stock d'épargne, diminuer la consommation, et finalement, c'est peut-être une façon d'ajuster l'offre et la demande. Alors oui, mais c'est reculer pour mieux sauter. Parce que Alors, je suis bien d'accord. En fait, c'est la même chose que la politique monétaire qui a été menée en 2012. Parce que pourquoi on a cette inflation-là, il faut que les gens l'aient en tête. C'est parce que pourquoi on a créé comme ça de la monnaie, ils l'ont fait pour sauver l'euro. Donc contrairement à toutes les balivernes qu'on vous avait dit, sauver les banques. On vous avait dit au départ, on vous avait dit l'euro, ça va être plus de croissance, plus de chômage. Ça marche pas, mais vous allez dire mais quand même l'euro nous protège. Regardez, grâce à l'euro, on n'a pas d'inflation. Mais en fait, c'est la politique monétaire qui a été menée pour sauver l'euro qui amène l'inflation actuelle, et c'est l'euro qui est en train de ruiner le pouvoir d'achat des Français. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul argument en faveur de l'euro. Le dernier argument en faveur de l'euro, c'est l'argument complètement stupide que pourrait sortir quelqu'un comme Clément Beaune, ça serait bien de son niveau, c'est de vous dire, regardez quand même, grâce à l'euro, on peut aller voyager, on peut aller en Italie, mais sauf que c'est des gens, en fait, comme tous les européistes, oui, c'est 0,5% de la population. Mais déjà, ça concerne peu de nous, et surtout, ils sont restés bloqués au 19e siècle. Ouais. C'est des ringards, parce qu'il y a eu une formidable invention entre-temps qui s'appelle la carte bancaire. Vous savez, vous pouvez aller en Suisse, vous pouvez aller au Royaume-Uni, et vous payez par carte bancaire. C'est magique, ça marche. Et on dit, bon, non, je vais pas aller en Suisse, au Royaume-Uni, parce qu'il n'y a pas l'euro. C'est absolument ridicule. Et vous avez aussi des distributeurs automatiques, vous pouvez tirer de la monnaie. C'est magique. Non, mais moi, je peux témoigner, en Turquie par exemple, vous pouvez tirer tout l'argent. Alors, c'est pas un DAB, vous avez une demi-douzaine de DAB. Évidemment. Mais en fait, c'est les arguments du 19e siècle. Oui, c'est dire un petit peu le niveau. Et c'est le dernier argument en faveur de l'euro. Oui, il y a Erasmus aussi, enfin, de l'Union européenne, mais bon. Oui, Erasmus, c'est pour l'Union européenne. Je pourrais en parler longtemps, mais c'est un autre sujet. Vous parlez, Charles-Henri Gallois, du projet d'Emmanuel Macron de faire disparaître la France au profit d'une souveraineté européenne. On a vu récemment son projet avec Ursula von der Leyen de réformer les traités européens, notamment de faire disparaître cette règle de l'unanimité. Voilà, ces pays auraient gardé encore un droit de veto jusqu'à présent, mais voilà, 13 pays s'y sont opposés. Comment peut-il s'y prendre concrètement à Emmanuel Macron, à qui il ne reste que quelques jours à la tête du Conseil de l'Europe ? Mais ça va échouer comme toutes les réformes de l'Union européenne qu'il a tentées. C'est-à-dire que la seule réforme qu'ils brandissent comme un totem, enfin il y en a deux, c'est de dire regardez, on a réussi à réformer la directive des travailleurs détachés. Ce qui est une arnaque énorme parce que c'est complètement faux. En fait, ils ont mis des règles. Bolkestein. Exactement, qui était la directive Bolkestein du référendum 2005. En fait, ils ont mis une règle où oui, ça s'applique au bout de 6 mois, sauf que plus de 95% du travail détaché, c'est moins de 6 mois. Donc en fait, c'est un truc. Et le transport routier, qui est le principal pourvoyeur, est exclu de ce truc. Donc en fait, c'est une réforme cosmétique qui ne sert à rien. Et la deuxième réforme qu'ils ont brandie juste avant la présidentielle, enfin entre présidentielle et législative, c'était de dire regardez, on a créé un SMIC européen. Sauf que il n'y a pas de SMIC unique, les pays qui n'en avaient pas avant n'ont pas à en mettre. C'est pas du tout obligatoire, c'est des recommandations. Et les recommandations, en gros, c'est de dire vous devez appliquer 50% du revenu moyen. Donc pour la Bulgarie, c'est quelque chose comme 300 €. Donc vous passez de 260 à 300 €. Superbe, ça va arrêter la concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Donc en fait, ça va échouer comme ça échoue pour tout. Et pour que ça marche, et Dieu merci, il faudrait l'unanimité pour réformer cette règle de l'unanimité. Et les pays qui sont un tant soit peu rationnels, qui sont un tant soit peu attachés à leur souveraineté nationale et à leur indépendance, ils ont dit non, nous c'est pas possible. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire, la fin de la règle de l'unanimité ? Ça voudrait dire qu'on pourrait imposer à un pays comme la France, contre sa volonté, un changement majeur. Par exemple, comme ce que voulait Roland Lescure, le réélu député En Marche, qui nous expliquait qu'à horizon 2030, il fallait que bien évidemment une armée de l'Union européenne qui considère à donner toute la technologie française à l'Allemagne, et puis il fallait mettre en commun le siège français au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un des éléments qui fait que la France a encore une grande puissance, parmi les 5 grands grâce à De Gaulle. Et partager éventuellement le bouton atomique avec l'Allemagne et l'Union européenne. Donc avec ce genre de délire en fait complet que souhaite Emmanuel Macron, mais heureusement il y en a qui mettent le holà à ça, on arriverait évidemment à ça. Parce que l'Allemagne et les autres disent ils sont tellement stupides, on va mettre le grappin sur les derniers éléments de souveraineté de la France. Oui. Autre axe de cette réforme voulue par Emmanuel Macron, donner plus de compétences à l'Union européenne, notamment en matière de santé et de défense. Mais en matière de santé, on a vu que la Commission européenne n'avait pas attendu cette réforme pour commander. On se demande de quel pouvoir elle s'est investie, de commander 4 milliards de doses de vaccins. Donc, ces doses de vaccins, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant qu'on les a ? Je sais pas, ils vont peut-être nettoyer les toilettes avec, ou ils vont peut-être trouver, ça fait cher quand même.
ça fait cher la dose. Mais non, c'est grotesque. Mais surtout, ce n'est pas à l'Union européenne de faire ça. Et l'Union européenne, comme à chaque fois, profite de crise pour s'arroger des pouvoirs qu'elle n'a pas. Voilà, c'est ça. L'Union européenne n'avait pas le droit de décider non plus de l'envoi d'armes en Ukraine, c'est plutôt ses compétences, c'est pas dans les traités. Elle n'avait pas le droit d'interdire des médias comme RT France et Sputnik. Voilà. C'est complètement hors des traités. C'est une attitude normalement propre d'une dictature, en fait, d'agir en dehors des lois, en dehors des prérogatives. Et c'est ce qui a été fait. C'était la même chose pour la santé. Alors que je rappelle qu'au niveau du Covid, on va donner des compétences de santé à l'Union européenne, alors que ça a été un fiasco total, même sur le vaccin. Je veux dire, l'Union européenne avait 3 ou 4 mois de retard par rapport au Royaume-Uni et Israël, justement parce que par idéologie, ils ont voulu faire passer ça au niveau de l'Union européenne, que ça a pris beaucoup plus de temps pour les négociations. Et bien évidemment, les autres avaient déjà conclu les accords avant, et ils ont conclu en plus pour moins cher quand on parlait du... Et c'est pas à la CJUE de remettre la Commission européenne à sa place dans ces cas-là ? Théoriquement, oui, mais le problème de la CJUE, c'est que la CJUE, c'est avant tout un organisme qui est dogmatique et qui va trancher à chaque fois en faveur de l'Union européenne et contre la souveraineté des pays. C'est à chaque fois la même chose avec la CJUE, mais c'est d'ailleurs à chaque fois la même chose avec l'Union européenne. C'est-à-dire que si vous êtes opposé à la mainmise de l'Union européenne, là, la CJUE va aller vous chercher, là, la Commission européenne va déclencher justement des procédures d'amende contre vous quand vous êtes opposé à l'Union européenne. Quand c'est des violations de traités à la va-vite, mais dans le sens de plus d'Union européenne, personne ne bronche. C'est toujours la même chose en fait. C'est typique d'ailleurs de l'attitude un petit peu d'une secte. Je le rappelais en vous présentant, Charles-Henri Gallois, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Les illusions économiques de l'Union européenne ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien nous coûte l'Union européenne et combien elle nous rapporte ? Ah oui, il y a énormément de coûts. On a évoqué le plan de relance de l'Union européenne. Un truc complètement délirant. On paye 80 milliards pour recevoir 40 milliards. Et alors pour en recevoir 40, dont on doit dépenser les 40 selon les règles imposées. On n'a pas la libre utilisation des 40, c'est-à-dire que si vous dites, je ne sais pas, je voudrais investir dans le nucléaire, je voudrais investir dans la souveraineté numérique, bah eux, ils vont vous dire non, il faut investir, par exemple, dans ce domaine de santé, il faut investir là-dedans, il faut investir dans plus d'Europe. Les économies vertes. Voilà. Et on vous impose en plus de ça des réformes structurelles en contrepartie. On appelle une arnaque son nom. Mais il y a la même chose pour le budget aussi de l'Union européenne, qui a explosé depuis d'ailleurs le Brexit et qui va exploser si on a la stupidité de faire rentrer des pays comme l'Ukraine et comme les 6 pays des Balkans, type Albanie, Kosovo, etc., qui veulent faire rentrer. Moldavie. Qui veulent faire rentrer. Je rappelle quand même que l'Ukraine, le salaire minimum, c'est 200 € par mois. Ils sont 44 millions. Pays hautement corrompu, forte criminalité, c'est la même chose pour l'Albanie, même chose pour le Kosovo. On voudrait faire rentrer ces gens-là dans le même espace économique et social. C'est de la folie furieuse, mais ça aurait aussi un coût d'un point de vue budgétaire. À l'heure actuelle, on donne 29 milliards à l'Union européenne, qui nous en rend à peu près, bon an mal an, 16 milliards. Donc c'est-à-dire que c'est 13 milliards d'euros en net que l'on perd. C'est absolument colossal. Quand vous êtes en période, comme à l'heure actuelle, de crise économique, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas investir ces 13 milliards dans votre économie nationale, vous devez donner cet argent justement à la Pologne et puis engraisser évidemment les fonctionnaires européens, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires européens à Bruxelles. Et le départ des Britanniques a augmenté la contribution française. Exactement, on était avant à 9 ou 10 et on est passé à 13. Donc ça a augmenté de façon considérable. Pourquoi ? Parce que c'est un contributeur net qui est parti aussi, et parce que tous les autres, il y en a qui ont dit on va essayer de renégocier le rabais britannique, le rabais allemand, etc. Mais en fait, les autres ont profité, ce qu'on appelait aussi les frugaux, Pays-Bas et autres, pour payer moins. Et qui a payé ? C'était le pigeon à chaque fois pro-Union européenne, c'est la France. Donc on surpaye à chaque fois toutes ces évolutions parce qu'on a des dirigeants. Mais c'est exactement le cas de Clément Beaune que j'évoquais auparavant. Si vous lisez la profession de foi et ses déclarations au niveau des législatives, on est censé élire un député de la nation. Il ne parlait que d'Union européenne. C'est-à-dire que ces gens-là ne défendent pas la France, ils défendent l'Union européenne. Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est ce que j'appelle les députés antinationaux. Et c'est pour ça que j'avais appelé d'ailleurs à voter contre Clément Beaune, qui a gagné malheureusement d'une courte tête. Ça m'a mis un coup quand même, parce que je me suis dit, mais bon, il est quand même dans le 11e arrondissement, 12e et tout, c'est pas facile. Mais je me disais quand même qu'il allait pouvoir le sortir. Oui. Bah, j'espère qu'il faudra le sortir la prochaine fois. Sur les 40 milliards de ce plan de relance que l'on va recevoir, 26 ont déjà été injectés. Est-ce qu'on a une idée des résultats de ces 26 milliards arrivés dans l'économie française ? Vous savez, en soi, les 40 milliards, c'était absolument rien quand vous sortiez d'une année avec une perte de PIB, vous étiez à plus de 100 milliards de perte de PIB. C'était pas une relance déjà qui était énorme, mais c'est d'autant plus stupide en fait que quand vous donnez 80,
Si vous étiez indépendant et un tant soit peu intelligent, plutôt que de donner 80 à l'Union européenne, de reprendre 40, vous faites les 80 vous-même. Directement, et d'autant qu'à l'époque, la France empruntait à taux négatif, donc c'est-à-dire que ça vous aurait coûté moins cher que les 80. Donc en fait, on a des dirigeants, là, encore une fois, qui par idéologie ont priorisé l'Union européenne, ce qui est complètement stupide, et on aurait pu réinvestir beaucoup plus massivement ces 80 milliards. Et en plus de ça, comme vous l'avez dit, il n'y a pas la libre utilisation, on parlait tout à l'heure d'énergie. C'est des gens qui prennent des décisions complètement incohérentes. Ils disent, à horizon 2035, il faut arrêter les voitures thermiques. Sauf que les voitures électriques, ça marche avec quelque chose qui s'appelle l'électricité. Et vous avez fermé Fessenheim, et puis pour pouvoir brancher ces fameuses voitures électriques, il va en falloir de l'électricité. Le problème, c'est que 2035, c'est demain. Si vous voulez faire de nouvelles centrales nucléaires, ce que nous empêche l'Union européenne, parce que vous avez vu les députés, ils ne veulent pas mettre ça dans la taxonomie, donc ça va coûter beaucoup plus cher de financer le nucléaire. Si vous voulez faire ça avec des énergies type éolien ou solaire, vous allez vous accrocher, on va bien rigoler. On va rouvrir les centrales à charbon comme l'Allemagne, ça va être très écologique. Mais surtout, refaire des centrales nucléaires, c'est 10 ou 15 ans. Donc c'est-à-dire que même cet objectif est complètement illusoire. On est face à des gens qui sont complètement hors sol, qui ne réfléchissent pas stratégie. On est en pleine crise énergétique et ils prennent des décisions d'une stupidité absolument sans nom. Idéologique. On nous répète année après année depuis les années 80 qu'il faut réformer cette Union européenne. Vous, au contraire, vous pensez qu'elle est irréformable. Pourquoi ? Elle est irréformable parce que c'est bien beau de dire qu'il faut changer l'Union européenne, regardez, si on a la majorité au Parlement européen, on va pouvoir changer. Non, vous ne changez rien du tout. La problématique, ce n'est pas une problématique d'avoir un chef d'État qui veuille réformer, d'avoir un Parlement européen qui veuille réformer, c'est que l'Union européenne, c'est quoi ? C'est du droit et c'est des traités. Et toutes les grandes règles actuelles de l'Union européenne sont liées aux traités. Et les traités, pour les changer, il faut l'unanimité. Vous n'y arriverez jamais. Je vais prendre un exemple concret. C'était à l'époque, rappelez-vous, quand Lionel Jospin arrivait au pouvoir, donc fin des années 90, 98, 99. À l'époque, vous aviez les 4 plus grands pays de l'Union européenne. On était à 15, on n'était pas à 27. On était à 15, il y a les 4 plus grands pays de l'Union européenne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France qui étaient à gauche. Il y avait Prodi, il y avait Schröder, il y avait Blair. Et Jospin. Zapatero, non, c'est après. Ah oui, non, c'était Aznar à l'époque. Aznar, juste avant la guerre en Irak. C'était l'exception, justement. L'Espagne, c'était le plus grand pays qui était à droite à l'époque. Et vous aviez 11 sur 15, c'était plus de 90% du PIB. C'était tous les grands pays, à part l'Espagne, qui étaient de gauche. C'était pas changer radicalement l'Union européenne, ils voulaient renégocier les critères de Maastricht. Ça n'a pas marché. Il faut l'unanimité. Et donc tous ceux qui vous disent on va réformer l'Union européenne, en réalité se payent votre tête. La seule réalité qu'il y a, c'est que il faut sortir de l'Union européenne. Alors moi je pense que la façon la plus pragmatique et démocratique de le faire, la plus plausible, c'est le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est pour ça que je regrette, et nous on a milité pour, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, parce que ça a été le seul candidat à la présidentielle qui a accepté d'intégrer dans son programme le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Je regrette que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ne l'aient pas intégré, ou même Éric Zemmour, parce que ça rendait en fait leur programme complètement stérile. C'est-à-dire qu'ils faisaient une cyprase dans leur programme avant même d'être élus. Ils ne se donnaient pas les moyens en fait, de réaliser leur programme. Et moi, je souhaite, et j'espère que ça sera le grand sujet, le grand débat des élections européennes de 2024, je veux qu'il y ait une grande coalition souverainiste, patriote, qui soit et qui milite pour ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Tout à l'heure, vous disiez oui, exactement, c'est pour ça qu'il faut le faire. J'espère que toutes les forces se joindront autour de cette idée-là. Charles-Henri Gallois va être le coordinateur de toutes ces forces. Pas, en tout cas, on va se battre pour. Mais vous savez, tout à l'heure, vous disiez que les Français n'étaient pas pour la sortie de l'euro. En vrai, on n'en sait rien. On leur a jamais posé la question. Et moi, je suis persuadé que s'il y avait un grand débat sur l'appartenance à l'Union européenne, sur l'euro, un vrai débat contradictoire, il n'y a jamais de débat sur l'euro, eh bien les Français, in fine, voteraient pour sortir. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2005, le référendum de 2005 dont on parle, tout le monde disait pareil, les Français ont voté oui. Premier sondage fin 2004, le oui gagne à 69%. Entre-temps, il y a eu une campagne, une belle campagne, et le non a gagné à 55%. C'était la même chose pour le Brexit. Il y avait le Remain qui était donné à 66% les premiers sondages. Il y a eu une très belle campagne, notamment de nos amis du Brexit Party, Nigel Farage, Alexandra Phillips et d'autres qui ont fait une très belle campagne. Ils ont gagné à 52-48 dans le deuxième vote le plus important en nombre de votants.
de l'histoire du Royaume-Uni. Donc voilà, moi je pense que s'il y a ce référendum-là, non seulement il y aura ce débat, et je pense qu'on pourra le gagner, il faut le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a une grande pétition sur le sujet qui peut pousser les politiques à se saisir de cette question. Il faut la signer, c'est sur référendum-ue.org qui demande justement à avoir ce débat, à avoir ce référendum. Ça ne veut pas dire d'ailleurs être pour ou contre le Frexit, ça veut dire l'Union européenne a changé massivement depuis des années, des transferts de souveraineté colossaux, concurrence déloyale, élargissement à l'Est. La dernière fois que les Français ont validé, c'était Maastricht, c'était 92. Si vous êtes démocrate, il est normal de poser la question aux Français. Donc il est normal d'avoir ce débat. Je pense que tout démocrate doit signer cette pétition. Est-ce qu'il faut, selon vous, Charles-Henri Gallois, faire de la pédagogie en amont avant d'arriver au pouvoir, ou est-ce qu'il faut arriver au pouvoir et une fois là, proposer un référendum en disant, voilà, est-ce que vous souhaitez rester dans l'Union européenne ? Moi, je ne demandais pas à Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon de dire qu'ils étaient pour la sortie de l'Union européenne. Je leur disais juste, et d'ailleurs même eux ont dit, mon programme est largement inapplicable dans le cadre de l'Union européenne. Sauf qu'ils expliquaient aux gens des solutions qui étaient des impasses complètement inapplicables. De dire je vais avoir la supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne, ça n'existe pas en fait. C'est un Frexit de fait. Et s'il n'y avait pas eu d'ailleurs l'histoire de l'Ukraine, parce que Marine Le Pen s'est fait pilonner sur l'histoire de l'Ukraine, mais s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu tous les médias pendant 2 semaines qui auraient expliqué, et à juste titre, que c'est un Frexit de fait, parce que l'Union européenne c'est que du droit et des traités. Si demain vous dites qu'il y a la supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne, c'est un Frexit. Donc en fait, elle se serait fait taxer de Frexit exactement ce qu'elle veut éviter, alors qu'il est bien plus habile de dire écoutez, moi je vais renégocier. C'est très bien que ça ne marchera pas, c'est pour amuser la galerie. Oui. Mais comme je suis démocrate, après ma négociation, je vais faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Là, on ne peut pas l'attaquer, à moins qu'on lui dise qu'elle est démocrate. Il y a quand même pire injure. Et en fait, la solution, même tactiquement, qui était inattaquable, c'était de dire, plutôt que ces stupidités comme supériorité du droit national, désobéissance pour Mélenchon, c'était de dire, regardez, moi je veux renégocier, elle peut très bien dire, je ne veux pas sortir, mais je vais faire ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et là, si elle avait été élue, elle aurait eu une porte de sortie, alors que sans avoir ça, on sait comment ça aurait terminé. Ça aurait terminé en Tsipras. Qu'est-ce qu'il faudrait au camp souverainiste d'ailleurs, qui n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il faudrait au camp souverainiste, Charles-Henri Gallois, pour l'emporter à la présidentielle ? Ben moi je pense que c'est ça, d'ailleurs il faut aller plus largement que le camp du Frexit, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en soutenant Nicolas Dupont-Aignan à cette présidentielle, et ce qu'on a fait avec Florian Philippot, on a eu exactement le même discours, la même stratégie. Il faut une coalition la plus large possible des souverainistes, des patriotes, du bloc qu'on pourrait dire patriote et populaire, autour de cette idée de référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, notamment, pas que. Nous, si vous avez lu notre programme pour les législatives, on avait plein de solutions pour le pouvoir d'achat, pour la santé, pour la préservation des services publics, pour la réindustrialisation qu'on considère, nous, comme la clé pour que la France soit à nouveau prospère et pour pouvoir mettre en œuvre le reste. Mais sauf que vous n'aurez pas de réindustrialisation, justement sans une monnaie propre, sans protectionnisme, parce que vous ne pouvez pas être en libre-échange total vis-à-vis de pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales ou environnementales. C'est du suicide. Donc toutes ces mesures concrètes, et je pense que les Français sont largement favorables, on aura les moyens de l'appliquer grâce au référendum. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur ces mesures-là. On peut avoir une grande coalition, et j'espère que ça sera le cas pour les élections européennes, notamment autour de cette idée d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et quelle est la meilleure élection pour le faire, pour parler enfin d'Union européenne, que les élections européennes. Moi, je trouve ça lamentable qu'en France, les souverainistes, à chaque fois, sont partis en ordre dispersé pour les élections européennes et ont fait des scores relativement modestes. Regardez au Royaume-Uni, Nigel Farage, que je connais bien, il n'a jamais gagné les élections générales. Il faisait 2, 3%, etc. Mais pour les élections européennes, comme il y a moins ce réflexe de vote utile, il a été numéro 1 à la fois quand il était au UKIP et quand il était au Brexit, il était numéro 1 parce que les gens votaient sur la question européenne précisément. Ils n'étaient plus dans les petits calculs en mode course PMU qui va être au 2e tour, etc. Ce qu'on appelle le vote utile. J'espère que les gens voteront massivement pour cette force souverainiste unie et qu'on pourra vraiment imposer ce débat. Référendum sur l'appartenance à l'Union européenne et débat aussi sur l'euro, je pense que ça sera le moment. Il y avait 400 candidats sur les 6000 candidats aux élections législatives, 400 candidats qui se sont prononcés pour ce référendum. Quand Exactement. même. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu, ce sera la fin de cette émission, la répartition politique de ces 400 ? Ils étaient plutôt... Alors, il y avait une grosse partie les Patriotes, Debout la France et Génération Frexit. C'est ça. Donc il y avait ça, et après, grosso modo, évidemment, Nicolas Dupont-Aignan lui a été réélu. Il y a eu des scores divergents. Je sais que chez Génération Frexit, nous, on a fait
plus d'1,5% de moyenne, ce qui n'est pas rien. Le Frexit n'avait jamais fait de tel score à des élections législatives. Et moi-même, dans la Nièvre, j'ai fait 2,33%. Je talonnais le candidat de Reconquête, alors que je n'ai pas du tout été médiatisé ni rien. Et surtout, par rapport au dernier score de Frexit en 2017 dans la première de la Nièvre, c'est du x3 au niveau du score. Donc on voit bien que ces idées-là commencent à percer. On a fait, évidemment, on espère, et on peut toujours espérer faire plus, mais on avait quand même beaucoup de concurrence dans les circonscriptions. Mais on a fait un score historique pour le Frexit. Et sur ces 400 députés élus favorables à un référendum, on peut imaginer que c'est le RN et puis une partie de la NUPES qui serait favorable à un tel référendum. En tout cas, merci d'avoir participé à cet entretien, Charles-Henri Gallois. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Les illusions économiques de l'Union européenne ». Donc rendez-vous est pris pour les prochaines élections européennes. 2024. Merci à vous, Olivier, et merci à vous tous. À la semaine prochaine. Merci Pierre. Merci.